Bonjour à tous. Alors, on va patienter quelques instants, le temps que les spectateurs arrivent. Je vois que ça augmente déjà. Bonsoir. On est tous bien en place. J'imagine que vous pouvez nous voir. Bonsoir et bienvenue pour ce webinaire. On attend encore quelques petits instants, le temps que les spectateurs arrivent. C'est bien. Ça augmente déjà. Parfait. Parfait. Je pense qu'on peut commencer. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois la bienvenue pour ce webinaire, donc conférence numérique. Covid oblige, bien évidemment. Il ne nous est pas encore possible de nous rassembler, mais Dieu merci, on voit une petite lueur d'espoir. En tout cas, on croise tous les doigts pour que la prochaine fois, on puisse partager un petit café, une petite coupe autour de cette conférence qui s'annonce d'ailleurs délicieuse. Alors, pour cette conférence qu'on a intitulée « Textilité en question », il est question justement pour Béatrice et Denise qui sont avec nous de voguer, si on peut dire ça comme ça, à travers les collections de Tamat et évidemment de faire un petit dialogue en rapport avec les œuvres qui sont exposées aux anciens abattoirs à l'occasion de l'exposition Textilité qui se trouve d'ailleurs juste derrière moi. J'espère que vous pouvez en profiter tout un petit peu et que tout ça va vous donner envie évidemment de participer. Alors, je me permets quand même de m'introduire d'abord. Je m'appelle Ornella Lavacara et je suis chargée de communication et de relations à la Galerie Bicraft. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ici et ravie surtout, plus que fière de vous parler de cette superbe expo qu'on a montée en collaboration avec Les Drapiers, centre d'art contemporain spécialisé aussi dans le textile qui se situe à Liège et dont la fondatrice et directrice est Denise Biernot. Alors, avant de la présenter, de présenter les différentes intervenantes, je fais un tout petit parallèle sur la collaboration qu'on a entamée avec Tamat à cette occasion, à travers un pop-up donc qui se trouve dans le Cube à l'accueil de Tamat et dans lequel se trouve la merveilleuse exposition de Nathalie Doyen en relation avec des textiles de la collection personnelle de Denise. Mais elle vous en dira peut-être un tout petit peu plus tout à l'heure. Alors, le projet de l'exposition textilité, il date quand même d'il y a pas mal de temps. Évidemment, le temps s'est arrêté avec le Covid. Donc, on a dû reporter l'exposition, malheureusement, mais Dieu merci, elle a pu se faire aujourd'hui. Ça fait quand même quelques années qu'on court après Denise, parce qu'il faut savoir que Denise est quand même une référence, un grand ponte, on aime encore dire ça, en matière de textile ici en Belgique francophone en tout cas. Et voilà, ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir collaborer avec elle dans l'optique de vraiment pouvoir nous spécialiser dans un domaine de prédilection. Alors, je me permets de rappeler pour ceux qui ne nous connaissent pas encore que c'est notre association, donc Bicraft, qui a initié ce projet. Et Bicraft est une association professionnelle qui fait la promotion des arts appliqués contemporains en région de Wallonie de Bruxelles. Et donc voilà, ça fait 40 ans qu'on existe. Et je pense aussi, si je ne m'abuse, que Tamat et Les Drapiers existent aussi depuis 40 ans. Disons que nous sommes tous des vieux de la vieille, si on peut dire ça comme ça. Voilà, cette année, on s'est vraiment dit, mais non, ce qu'il faudrait faire aussi, c'est vraiment spécialiser dans un domaine bien précis, essayer vraiment d'offrir l'opportunité au public de rentrer dans la matière et de voir toutes les potentialités qui se dégagent autour d'un domaine. Et on a voulu initier ça avec Textilité au travers, évidemment, de l'art textile. Donc voilà, pour la programmation de ce soir, on essaiera, j'espère, de pouvoir vous tenir jusqu'à 19h30. Après mon introduction, on va passer à la conférence en question, animée par Béatrice Penant, qui est coordinatrice scientifique à Tamat. Ça fait vraiment 30 ans qu'elle a les pieds à Tamat. Donc, elle s'est chargée du centre de documentation. Ici, maintenant, elle est coordinatrice scientifique. Elle a fait des études en histoire de l'art, donc historienne de l'art, tout comme moi et tout comme Mélanie Coasne aussi, qui est directrice depuis maintenant presque 2 ans, d'ailleurs félicitations, de Tamat.
Donc, bienvenue à vous deux. Et enfin, Denise, qui, j'ose le dire comme ça, fait partie des collections du TAMAT, si on peut dire ça comme ça. Parce que ça fait voilà aussi 30 ans qu'elle est vraiment au sein du TAMAT en tant que chef d'atelier, en tant que commissaire d'exposition, en tant que directrice artistique également. Et ici, voilà, elle retrouve, disons, le temps d'une exposition, une petite collaboration avec TAMAT qui, je pense, est très, très chère à son cœur. Donc voilà, d'un point de vue pratico-pratique, sachez qu'en bas de votre fenêtre, vous avez deux onglets. Un onglet discussion sur lequel vous pouvez donner votre avis, discuter. Mais surtout, le plus important aussi, l'onglet questions-réponses sur lequel vous pouvez à tout moment nous poser des questions. Alors nous, en backup, avec ma collègue Louise du village, que vous ne voyez pas, mais qui est bien présente, et Éléonore Duchesne, on va évidemment s'atteler à répondre à toutes vos questions en temps voulu et peut-être garder certaines questions ouvertes pour la séance de questions-réponses qui se tiendra après la conférence de Denise et de Béatrice. Ce sera probablement plus ou moins vers 19h. S'en suivra une petite conclusion de la directrice de TAMAT que je me réjouis déjà d'entendre. Donc, je vous laisse et je laisse la parole à Denise et à Béatrice. C'est parti. Voilà, merci. Merci beaucoup, Ornella. Donc, mon propos sera de présenter TAMAT et brièvement aussi les collections à travers quelques œuvres phares qui permettent de jalonner vraiment l'évolution de la tapisserie des arts textiles des années 40 à nos jours en lien avec les œuvres de textilité. Quoi ? Oui. Alors, qu'est-ce que TAMAT ? TAMAT est une institution créée, comme le disait Ornella, il y a 40 ans, qui est abritée depuis 30 ans, depuis 1990, dans le musée de la tapisserie et des arts du tissu, TAMAT étant signifiant musée de la tapisserie et des arts du tissu, des arts textiles. C'est une association qui a été créée à l'initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la province de Hainaut et de la ville de Tournai, dont les buts étaient multiples. Valoriser la tapisserie et les arts textiles, en Belgique bien sûr, mais aussi à l'étranger, gérer les collections et développer un centre de recherche dédié à la création contemporaine. À partir du moment où TAMAT a pu investir en 1990 le musée, 10 ans après sa création, évidemment, TAMAT disposait d'un outil avec vraiment les espaces nécessaires pour accueillir les collections et vraiment développer toutes ces activités. Le musée a pu accueillir non seulement l'institution TAMAT avec les bureaux administratifs, mais également un centre de documentation, un atelier de restauration, le centre de recherche avec les boursiers, les jeunes créateurs ou moins jeunes créateurs qui se sont installés au dernier étage, et chaque boursier ayant son espace de travail, son espace atelier. Et bien sûr, TAMAT a pu accueillir aussi les collections à la fois de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la ville de Tournai, de la province de Hainaut, des collections que TAMAT avait en propre, et l'enrichissement de ces collections s'est effectué par des dépôts et des dons d'artistes et d'institutions. Et depuis 3 ans également, on demande aux boursiers du centre de recherche de laisser en don l'un ou l'autre travail, fruit donc, de leur recherche durant une année. Soit plus de 360 œuvres, à la fois tapisserie, art textile, ancien contemporain, carton de tapisserie, calque et diverses étoffes. Donc l'échantillonnage, le panel est très large au niveau de cette collection que l'on expose par rotation au sein de nos espaces. Une question que l'on pourrait se poser, c'est la raison ou les raisons pour lesquelles le TAMAT s'est ancré à Tournai, est une institution, Fédération Wallonie-Bruxelles, mais située à Tournai. Une des raisons, c'est le fait que Tournai a été au XVe et XVIe siècle un centre policier de première importance, réputé dans toute l'Europe
les souverains vraiment européens de l'époque passaient commande dans les ateliers tournaisiens. Et Tournai, la ville de Tournai a pu acquérir dans les années 50-60 une série de tapisseries anciennes des 15e et 16e siècles, donc plus ou moins 1450 à 1550, donc la fin de l'époque gothique et la première partie de la Renaissance. Et nous avons donc une dizaine de tapisseries qui constituent vraiment le fleuron de ce musée, un must, puisque vous ne trouverez pas d'ensemble de 10 tapisseries ainsi identifiées comme étant tournaisiennes dans un autre lieu à Tournai. Donc c'est vraiment la spécificité aussi de Tamat et de ce musée de la tapisserie et des arts du tissu de posséder cette collection. Voilà 2 détails juste pour une petite approche générale. D'un côté, les 2 femmes en attitude presque de prière, détail d'une tapisserie de la deuxième moitié du XVe siècle. Et à côté, vous avez donc un détail aussi de jeunes femmes en trio, là, qui semblent discuter et qui nous situe dans la première moitié du XVIe siècle. Donc vraiment un patrimoine qu'on essaie de valoriser par toute une série d'éléments de médiation auprès du large public, le plus large possible d'ailleurs. Une autre raison qui justifie l'ancrage de Tamat à Tournai, c'est un aspect qu'on connaît peut-être moins, qui est pourtant fondamental, c'est le fait que Tournai a été dans l'immédiate après-guerre au cœur du renouveau de la tapisserie, à Tournai même, mais les efforts menés à Tournai vont marquer vraiment la Belgique, et on peut dire que dans les années 50, en Belgique, cet effort tournaisien va être vraiment appliqué à l'échelle nationale. Vous voyez ici une vue de notre exposition actuelle à partir de nos collections permanentes qui vous présente quelques œuvres de cette période, années 41 juste en face de vous avec cette Vierge à l'enfant, et puis sur le mur des œuvres des années plutôt fin des années 40 d'artistes, notamment Louis Deltour, Roger Sommeville et Edmond Dubrinfo. Ces 3 artistes, les uns tournaisiens locaux et Roger Sommeville de Bruxelles, vont vraiment constituer un collectif qui va s'appeler Force Murale, créé en 1947. Et leur but est vraiment de revaloriser l'art mural dans le sens large, que ce soit la fresque, la céramique et la tapisserie. Et ils vont vraiment donner un élan à Tournai pour vraiment remettre le métier de la lisse à l'honneur. Leurs efforts vont être couronnés de succès puisqu'ils vont recevoir des commandes officielles, notamment de l'État belge. Ici, vous voyez d'ailleurs, datant de 1950, de ce groupe collectif Force Murale, la vérification des filets, donc une commande de l'État, où vous voyez un peu la manière de s'exprimer de ces artistes. Ils renouent avec un art de la tapisserie très simple, à travers une gamme de couleurs limitée, comme au Moyen-Âge, comme au XVe siècle, avec des passages de tons qui se font de manière très lisible par des hachures, comme vous voyez dans les bleus de ce détail de la femme qui se baisse. Et vous voyez aussi ce dessin très simple qui est cerné d'un trait, et donc une manière très expressive de transcrire la scène à travers tous ces artifices artistiques. Les Forces Murales donc, va être vraiment un groupe important qui se délie en 1959, mais l'élan est donné. Et parmi les 3 artistes, on peut citer quand même en particulier Edmond Dubrinfo, qui est originaire de la région, ici de Tournai, et qui va vraiment mener une carrière de peintre cartonnier, faisant tisser ses tapisseries dans les ateliers de Tournai, mais également dans les manufactures comme De Witt à Malines, et donc son activité sera très lente en ce sens-là. L'élan est qu'à partir d'artistes, parfois de manière ponctuelle. Certains artistes peintres vont fournir l'un ou l'autre carton de tapisserie exécuté dans des manufactures, mais dans d'autres cas, d'autres artistes donc, vont vraiment dédier leur carrière à la tapisserie, parmi lesquels on peut citer Liliane Badin, représentée ici par la tapisserie intitulée L'Orage, datant de 64. Liliane Badin est vraiment une peintre cartonnière convaincue,
une femme qui plus est, puisqu'on assiste aussi à une féminisation de ce métier d'artiste, peintre cartonnière, alors que jusqu'à présent, la femme était plutôt dans des rôles de second plan, lissière, ou en tout cas dans des activités domestiques de couture. Donc là, elle s'affirme, Lili Badin s'affirme comme vraiment une artiste vraiment qui produit énormément de cartons de tapisserie, et son parcours est intéressant puisque vous voyez ici une œuvre figurative, c'est bien une tapisserie plate, lisse, murale, qui est tissée chez De Witt. Vous voyez dans la partie inférieure le logo de la manufacture De Witt. Donc elle se limite à fournir, si on peut dire, un carton, mais son parcours va être intéressant et bientôt, 20 ans après, elle va vraiment créer, mettre en œuvre ses propres concepts et créer elle-même la tapisserie sur métier, tisser elle-même pour devenir créatrice lissière, créatrice en fait. Et vous voyez ici, 20 ans après la précédente, ce rythme géologique où d'abord l'iconographie très représentative a fait place à quelque chose de beaucoup plus abstrait, et ce que vous devinez moins sans doute, ce sont les matières utilisées, qui sont des matières parfois plus brutes, assez épaisses, créant un relief à la surface, où elle intervient aussi avec des matières brillantes, synthétiques comme le lurex. Donc il y a vraiment une ouverture vers une technique renouvelée et surtout en fait une approche de la technique renouvelée. Pas cette évolution chez Lili Badin parce que justement dans les années 70, on assiste à une transformation, à une métamorphose profonde de l'art de la lisse qui va quitter vraiment le mur progressivement pour investir l'espace et devenir pratiquement une sculpture souple en 3 dimensions. C'est ce qu'on appelle la nouvelle tapisserie, et cette tendance sera particulièrement développée en Belgique par Taptawirousz Kowalski, qui fut professeure à la Cambre dans l'atelier sculpture souple. Elle fut aussi directrice artistique ici à Tamat pour le département structure. Et vous voyez ici dans une œuvre de 67, donc plus ou moins la même année que l'orage de Lili Badin, vous voyez que le tissage, le métier de la lisse est toujours présent, mais commence à être déstructuré. Elle laisse apparentes les fils de chaîne, donc les fils support, et elle joue sur les fils de couleur, les fils de trame. Donc il y a donc ces percements, ces jours qui se manifestent, et puis elle joue aussi sur des matières épaisses, donc créant un relief à la surface de l'œuvre, qui quitte progressivement le mur, et finalement, dans les années 70, elle va vraiment résolument jouer sur les matières touffues, brutes aussi. Par exemple, la sauvage que vous voyez, avec cet amas d'éléments noirs, ce sont des crins, du crin de cheval, associé en touffes très épaisses, qui donne vraiment une force à cette pièce assez extraordinaire lorsqu'on la voit dans la réalité. Elle va bientôt s'orienter, comme c'est quelqu'un qui expérimente vraiment beaucoup de voies possibles dans le domaine de la fibre et de la sculpture. Elle va s'orienter vraiment vers des sculptures tridimensionnelles où elle joue sur le cordage, la tension des cordages, des nœuds, qu'elle associe ici de manière verticale à des éléments métalliques. Et nous sommes en 75 avec ce petit horizon flexible. Il faut savoir que 5 ans plus tard, elle va délibérément arrêter, ne plus toucher au textile pour s'orienter uniquement vers la sculpture souple à partir de la matière qu'est le caoutchouc. Donc c'est une artiste incontournable, professeure à la Cambre, elle a influencé énormément d'autres artistes, jeunes créateurs, et également ici au sein de Tamat. Donc son rôle est primordial dans cette évolution de l'art textile, de la tapisserie, de l'art textile en général. Elle ouvre vraiment le champ de tous les possibles. Alors j'aimerais citer aussi en Flandre Veerle Dupont, qui en 84, donc plus ou moins la même date que le rythme géologique de Lili Badin que vous venez de voir. En 84, elle réalise donc cet incendie de forêt. Il faut aussi voir l'œuvre de plus près, si vous venez en visite ici.
parce que les matières qu'elle utilise sont assez extraordinaires, avec vraiment des matières très brutes, des couleurs très chaudes, du crin de cheval, des lianes qui se manifestent ici en relief, traitées en fibres. Donc c'est une œuvre assez saisissante et même, j'irais, d'une certaine manière, très fastueuse dans son aspect baroque. Donc il y a vraiment une sorte d'épanchement ici, absolument pas conventionnel. Voilà donc pour cette période, et ces artistes vont vraiment ouvrir la voie de tous les possibles vers les recherches et les expérimentations tout azimut. On peut dire vraiment que les années 70 vont mener vers les années 80. Les années 80, c'est vraiment le champ exploratoire, l'explosion des arts textiles, et se crée toute une série de structures. Donc on a parlé des drapiers, on a parlé de Bicraft, on peut parler aussi du domaine de la lisse qui, lui, vise à mettre en évidence la qualité de la tapisserie murale pure. Alors, dans ce cadre des recherches et expérimentations, ça fait 40 ans que le TAMAT développe ses ateliers qui accueillent chaque année plusieurs jeunes artistes sur base d'une sélection. Et à l'heure actuelle, vous avez cette exposition, et vous, le bonheur, vous l'imaginez comment? Donc 40 ans de recherche à TAMAT, et effectivement, lorsqu'on parcourt la salle, on comprend mieux l'importance de ces ateliers que Denise connaît très bien, puisqu'elle a été directrice artistique, chef d'atelier pendant longtemps. Et c'est vraiment un foyer de création tout à fait extraordinaire, où ces jeunes ou moins jeunes artistes se rencontrent une fois par semaine minimum. S'ils veulent venir plus souvent, voilà, tout est disponible. Et c'est surtout un foyer, un centre où ils peuvent se rencontrer, travailler, rencontrer aussi des personnes extérieures, faire des visites aussi ensemble. Donc il y a une dynamique interne tout à fait étonnante que nous vous invitons à venir découvrir au travers de cette exposition. Alors, certains artistes, à partir de la fin des années 70-80, vont suivre ce chemin de la nouvelle tapisserie. Je citerai quelques artistes, et là, j'ouvrirai alors le champ du dialogue à Denise par rapport aux pièces de nos collections que je vais montrer ici. Marie-Jo Lafontaine, donc monochrome bleu. Quand vous voyez cette pièce, apparemment, elle semble très classique. Vous retrouvez l'esprit de la lisse, le tissage, mais en fait, il s'agit de bandes tissées, couturées, un peu à la manière finalement des textiles africains. Et surtout, elle choisit aussi la monochromie, un bleu vraiment très, très profond qui joue vraiment sur l'aspect visuel. Marie-Jo Lafontaine va exécuter quelques pièces de ce genre avant de s'orienter vers vers d'autres disciplines artistiques, vidéo, photographie notamment. Mais donc on a ce côté très minimaliste dans certains cas qui marque la démarche de plusieurs artistes à l'époque. Années 80 aussi, Marie-Thérèse Prégardien, qui fut boursière à TAMAT, et qui, à l'époque, TAMAT ne disposait pas du musée de la tapisserie, mais pour les recherches de boursiers, TAMAT disposait d'un lieu d'exposition qui est une église, l'église Saint-Nicolas. Et vous voyez donc en diapositive cette vue à l'intérieur de l'église. Et Marie-Thérèse Prégardien a vraiment été marquée par l'environnement, par l'architecture de cet édifice, et aussi par la lumière, les éclats de lumière de couleurs différentes issus des vitraux, de la lumière qui passait à travers les vitraux et qui caressait le sol dallé. Et à partir de ce prisme finalement de couleurs, elle a imaginé ces chemins tapis qu'elle dispose ici en vis-à-vis, sur le sol, donc en rapport, en lien étroit avec le carrelage. Elle joue vraiment sur ces éclats de lumière, la fragmentation de la couleur, qu'elle traite en tissage et de manière géométrique, et en même temps avec ces effets de couleurs différentes et ces chinés aussi qu'elle utilise dans le tissage, elle obtient vraiment un effet visuel 3D assez saisissant. Alors, justement, par rapport à
à l'impact de l'architecture sur la démarche de certains artistes. Denise, je te laisse la parole. Bon, eh bien, bonjour. Oui, l'architecture inspire beaucoup d'artistes et j'ai voulu faire la transition avec le travail de Leila Pil. En fait, d'abord, vous situez le contexte de l'exposition, qui est un bâtiment qui sont les anciens abattoirs à Mons. Donc, ce qui est visible uniquement, ce sont les rails qui se trouvent au plafond, les rails qui permettaient de faire circuler les carcasses des bêtes. Et c'est une salle qui fait environ 10 mètres de large sur 40 de long. Et la première œuvre présentée ici est une œuvre de Leila Pil, donc qui descend là des rails et jusqu'au sol. Et c'est une artiste, peut-être si tu vas à la dia suivante, Béatrice. C'est une artiste qui a mesuré tous les rails, pas avec des mètres et des centimètres, mais à l'échelle de son corps, en pas, et a redessiné comme une partition, je dis moi. Vous avez là sur le côté le dessin de tous ces rails. Elle a retissé ces métrés en sangles de tissage blanc, noir et rouge, et elle les présente enroulés ou un seul, le tout grand de 130 mètres, 133 mètres, déroulé dans l'espace. Et l'exposition s'articule autour de cet espace qui est resté pour toute l'exposition. Aussi, c'est un souhait du scénographe Jean-Luc Petit, qui est aussi artiste plasticien. Le souhait était vraiment de garder cet espace libre pour lui garder ses propriétés, que tout le monde puisse encore saisir ce que c'est. Donc, là, tu peux mettre la suivante, Béatrice? Je vais peut-être lever la main à chaque fois. Oui. Ici, on a le travail qui est présenté là aussi de Bedrosian Servais, qui est une artiste qui, par le tissage, transcrit aussi des éléments d'architecture. Là, ce n'est pas en lien avec l'architecture des anciens abattoirs, mais c'est une pièce de 2020 qui relate des fenêtres de la Villa Radet à Paris, où elle avait été en résidence. Et elle les a tissées de façon assez simple. Donc, elle a tissé avec les couleurs des rythmes très différents. Et puis, c'est une manipulation du tissu après par des feutrages qui fait qu'on a, en fait, pour moi, ce que je peux dire, trois structures, trois textiles souples et poétiques en mémoire à ces fenêtres. Donc, c'est oui, un souvenir transformé par le tissu. Tu vas à la suivante? Oui. Une autre artiste qui a travaillé là directement alors avec l'architecture, c'est Claire Williams. Claire Williams a tendu dans l'espace autour de l'escalier hélicoïdal. Elle a tendu des fils de cuivre pour construire un réseau d'abord et pour capter les ondes électromagnétiques qui étaient dans ce bâtiment. Et ça m'intéressait parce que le fil là capte des choses qu'on ne voit pas. Donc c'est l'invisible qui est capté autrement et ça m'intéressait. Si tu montes la dia suivante, enfin la dia, on n'en est plus là. On voit l'escalier là sur le côté et on revoit comment la pièce de Claire s'intègre. Donc, il y a le son qui retranscrit toutes ces ondes dans l'espace qu'on ne voit pas. Tu peux continuer. Oui, donc je voulais vous faire remarquer aussi que cet espace a été laissé vraiment assez nu et assez dans son jus. Suivant, pour toi? Oui, dans nos collections, donc on a aussi, je vous parlais tout à l'heure en fait de Lily Badin qui vraiment est devenue lissière créatrice et une des femmes vraiment emblématiques de la tapisserie, ce mouvement de féminisation du métier artistique aussi, enfin, du milieu artistique. Et Catherine Delaunoy en fait va remettre aussi en honneur des techniques
qui étaient considérés comme des domestiques dignes de la vie de la femme en famille, comme la broderie. Elle fait référence à travers son travail ici à la broderie qui était pratiquée par la femme pour créer son trousseau, peut-être, pour sa vie future. Et donc, ces techniques de broderie, à travers le travail de Catherine Delaunoy, reviennent en force et elle choisit chaque fois des petits formats, puisqu'il s'agit d'un travail qui ne dépasse pas les 50 centimètres. Et elle choisit aussi comme base de son travail, vous pouvez le deviner dans le bas de l'illustration, elle choisit aussi des tissus anciens, qu'ils soient issus de nappes brodées, d'éléments de literie. Donc il y a ce côté récupération d'un tissu qui a son histoire propre, et sur ce tissu, elle brode son propre journal intime, donc elle livre sur ce tissu ses propres souvenirs. Donc il y a vraiment une fusion entre la mémoire du textile lui-même qui lui sert de base à son travail et ce qu'elle livre sur ce textile, donc sa mémoire propre et des pages de son journal intime. Tout cela avec une finesse dans le traitement, une poésie aussi dans les pages brodées qu'elle nous livre de cette manière-là. Et on a au sein des collections de Tamat plusieurs pièces très subtiles de la part de l'artiste. Elle illustre vraiment cette tendance dans les années 80, mais qui va se manifester surtout à partir des années 90, et on le voit vraiment bien à l'heure actuelle à travers l'activité de nos boursiers et leurs recherches, c'est ce retour au geste à travers la création, ce retour même à l'essentiel finalement. Alors, je peux laisser le temps. S'il y a, voilà, La suivante, oui. Oui. Ah oui, pardon. Oui. Et c'est l'occasion de faire le pont vers une autre œuvre de Catherine Delaunoy, qui est une œuvre de 2019. Donc, elle est toujours à faire son journal, qui prend maintenant d'autres formes. Ici, ce sont deux pièces qui sont encadrées ensemble, mais ce sont, vous voyez, ça a 19 cm de haut sur 140. C'est un leporello qui est là déplié pour qu'on puisse le voir, mais tout ce que tu as dit est toujours d'actualité. Donc, un tissu, à certains moments, transcrit bien une ambiance, un sentiment, une sensation. Et là, il y a toute une série de noirs qui ne sont vraiment visibles qu'à la lumière du jour. Il y a, dans ces derniers livres, il y a qu'elle intervient directement avec du dessin en plus sur certaines pages. Ce qui m'intéresse aussi dans ce travail, et qui arrive souvent avec la broderie, c'est qu'il y a vraiment un décalage ici avec des moments très précis, très furtifs, qui sont transcrits dans quelque chose de très lent. Et là, avec la mémoire qui vient et la transformation, enfin, c'est quelque chose d'interpellant. Tu peux aller vers la suivante? Oui. Alors, une autre pièce de nos collections, je pourrais dire 10 pièces qui constituent une sorte de petite installation de Gudni Rosa Ingimarsdottir. L'artiste d'origine islandaise a été boursière chez nous aussi en 98, et elle a réalisé tout un travail aussi en mettant en évidence une technique finalement banale, également domestique, propre à la femme au foyer pendant toute une époque, c'est-à-dire le tricot. Donc chaque pièce sur les 10, vous en voyez 3 ici, chaque pièce est donc réalisée par le tricot sans couture, donc à l'aide de multiples aiguilles qui lui permettent d'enchevêtrer ses réseaux, de les incorporer les uns aux autres. Un travail vraiment d'expert, de patience. Et Denise parlait du temps. Effectivement, c'est le temps du geste, le temps de la concentration, le temps presque de pleine conscience de ce que l'on fait, coupé de tout contexte extérieur. Et ce travail est assez emblématique de cette tendance-là. L'artiste a voulu vraiment, durant sa bourse à l'époque, en 98, livrer son intimité. Catherine Delaunoy, c'est le cas,
mais pas à travers un journal intime, mais à travers les métamorphoses qu'elle sentait dans son corps, puisque durant l'année de sa bourse, elle était enceinte et elle a voulu traduire finalement ce qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle par un travail d'une profonde originalité et surtout d'une très grande sensibilité. Et en même temps, elle a voulu rendre hommage aussi par ce travail de tricot, donc on revient au souvenir, elle a voulu rendre hommage à une femme qui lui était chère mais décédée, qui lui avait appris toutes les ficelles de cette technique. Et donc c'est un travail à multiples facettes où la sensibilité effleure, vraiment, où la sensibilité vraiment effleure chaque fois que l'on regarde cette œuvre, cette création. Pour l'anecdote, ce type de démarche, donc des techniques domestiques, que ce soit le tricotin ou autre, ce sont des techniques qui sont portatives, si on peut dire. Et donc, cette artiste venait de Bruxelles en train et elle installait pour son trajet, elle s'installait à tricoter. Et en fait, elle nous a parfois dit qu'autour d'elle, elle avait plusieurs personnes qui l'interpellaient sur son travail. Donc, ce type de travail est source aussi d'intérêt pour l'environnement et de relations qui se créent avec des personnes qui finalement n'avaient peut-être jamais tricoté, mais qui par son biais ont eu un intérêt suscité pour la chose, la technique, et peut-être chez eux ont été amenés à pratiquer cette technique, qui sait. Donc, c'est assez intéressant aussi de mettre en évidence cette interaction de ce travail avec le public parfois. Et je pense aussi à une artiste du nom de Boldirev, qui est une artiste française d'origine russe, qui a exposé ici chez nous et qui travaille à partir du tricotin et qui elle aussi s'installe dans des lieux publics, sur des bancs publics ou travaille dans les transports en commun pour susciter justement cette interaction avec le tout venant. C'est un aspect intéressant aussi dans la recherche artistique et de certains créateurs. Alors, autre artiste au sein de nos collections, Dominique Charrier, qui a mené toute une recherche sur le vêtement. Le vêtement avec cet aspect textile, avec surtout ce plissé, les plis qui en découlent suivant la manière dont on noue le vêtement, dont on ferme la veste ou autre, incite aussi pas mal d'artistes à se pencher sur cette question. Et Dominique Charrier, déjà en 81, va se analyser finalement certains tableaux de maîtres anciens, notamment ici Ingres, Jean-Auguste Dominique Ingres, La baigneuse de Valpinçon, qu'elle va traduire dans un détail. Vous voyez la vue en bas du tableau de Ingres, et elle va retravailler un détail un peu dématérialisé avec un fond neutre, en focalisant son attention sur les linges qui entourent le bras de la dame et aussi au niveau de sa coiffe. Et on voit vraiment à travers ce travail du pastel les creux, les zones d'ombre, les zones plus lumineuses, donc le relief qui apparaît à partir de son travail de pastel. Elle va aller plus loin dans sa démarche en travaillant aussi le même sujet par sérigraphie, et dont certaines parties linge vont être retravaillées à la broderie. Donc elle a tout un parcours où le vêtement vraiment s'exprime, mais retranscrit d'une autre manière par le geste créateur de l'artiste. Je te laisse la parole. Oui, avec l'image. Je voulais revenir sur Dominique Charrier. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'important de savoir que c'est une des premières œuvres qui a été achetée pour le musée et qui n'est pas une œuvre textile en elle-même. Elle parle du textile, mais ce n'est pas une œuvre textile. C'est l'artiste qui a voulu mettre en évidence des choses par rapport à une autre technique. Oui. Et bon, je trouve que pour l'époque, c'est vraiment important que, on va dire, la communauté française ait osé faire ce pas-là. Oui. Je voulais mettre en lien avec Dominique Charrier, Daniel Henry. Ils ont pour moi deux points communs. Ils ont tous les deux une formation de textile designer et tous les deux ont une production plastique séparée. Donc, Dominique travaillait dans l'industrie en plus de sa démarche plastique. Daniel, on peut dire aussi.
Mais ici, pour cette expo et depuis quelques années, il est intéressé par le drapé. Il a été intéressé aussi par l'art byzantin et l'or de l'art byzantin. Donc, pour cette exposition, il a créé cette pièce assez grande. Donc, vous voyez, de 55 sur 3,40 m. Oui, cet espace a permis d'avoir des pièces de grand format, ce qui était intéressant pour nous et qui a été aussi à certains moments un challenge pour des artistes, dont lui qui a voulu vraiment s'essayer au tout grand format. Donc là, on a une œuvre qui met en évidence vraiment le drapé, et on va dire que c'est presque une sculpture. Et c'est une impression or sur du velours. Mais vous voyez, il y a un encadrement aussi argenté. Et quand vous bougez, à certains moments, vous ne voyez que du noir. Vous savez, le textile, c'est extrêmement difficile à photographier. Il y a des choses, on ne peut être qu'en face pour se rendre compte des choses. Donc, voilà, Daniel Henry est pour l'instant dans le domaine du sacré par rapport au tissu. Suivante, s'il vous plaît. Je ne sais plus ce que c'est. Ah, c'est pour toi. Oui. Christine Amoir fait partie de nos collections de Tamat. Et vous voyez donc un détail de la création dans sa généralité. Ce qui est assez saisissant, ce sont ces juxtapositions de petits carrés textiles qu'elle travaille de manière différente. Soit il s'agit de crochets ou de tricot, d'éléments en tricot, ou il s'agit de tissus découpés. Le détail avec le terme se refléter vous montre que ces tissus sont comme encroutés, portent comme une croûte, comme une surface rigide, parce qu'en fait, tous ces petits carrés, elle les solidifie à la manière ancienne, donc les amidonne finalement au sucre aussi, et pour vraiment avoir un support rigidifié. Donc techniques différentes, s'associant ainsi par ces petits carrés juxtaposés. Et aussi, vous voyez ces termes qui sont cousus au centre de chacun de ces carrés textiles. Ces écritures reflètent un peu son intérêt aussi pour la nominette qu'on retrouve sur les vêtements ou que l'on déterminait pour nommer les vêtements chez les enfants ou autres. Et donc, elle s'inspire des nominettes, mais elle les travaille, vous voyez, avec des termes, des verbes à l'infinitif, des verbes pronominaux, avec se refléter, s'éclairer. Et donc, il y a là une volonté de la part de l'artiste vraiment d'interagir avec le public et de créer une relation pour que le public, finalement, soit interpellé par ces termes, par ces verbes pronominaux et soit étonné et se questionne aussi par rapport à cette œuvre. Donc c'est une artiste qui a réalisé cette œuvre en 99 et qui livre un message assez particulier finalement, en interaction étroite avec le public qui découvre et s'interroge. Vous voyez que la nominette apparaît très nettement de manière ininterrompue dans la partie supérieure et la partie inférieure, donc juste au-dessus et en dessous d'une rangée de ces petits carrés blancs. Alors, on a plusieurs artistes qui effectivement utilisent des techniques d'amidonnage, de rigidification de textiles dans nos collections également. Une autre artiste tout à fait étonnante, parce que nous nous situons en 80, c'est Martine Dolly. Martine Dolly fut une des premières boursières, la première année en tout cas, à Tamat, donc en 80-81, et elle va vraiment s'intéresser au linge. Le linge des trousseaux, que l'on empile, tous ces linges que l'on empile dans les armoires, et également donc, ces linges qui sont utilisés au quotidien dans l'activité domestique. Elle va mener une vraie enquête d'ailleurs sur la manière de traiter le linge, notamment auprès des abbayes de Monial,
elle va interroger la manière dont le linge est traité au sein de l'abbaye. À cette époque, il y avait encore pas mal de communautés religieuses. Donc, il y a aussi, au départ de sa recherche, cette notion d'enquête, d'aller voir sur place, d'interpeller, de demander d'être reçu, de visiter au sein de ces congrégations religieuses, ce qui n'a pas été toujours évident, d'autant plus à cette époque. Donc, elle va recueillir toute une série de documents photographiques et puis traiter le sujet de manière tout à fait inhabituelle pour l'époque. 1980, c'est quand même, on sort de cette nouvelle tapisserie qui ouvre tous les champs des possibles, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on est quand même loin encore d'accepter ce type de réalisation très brute, voyez, conçue suivant des caisses en bois brut, on dirait boîte palette à l'heure actuelle, et vous avez donc 6 compartiments où ces linges sont agglomérés, accumulés, certains tordus, comme sous l'effet d'un nettoyage récent et que ces serpillères ont été laissées telles quelles, car il s'agit bien de serpillères ou de torchons, ici qu'elle utilise. Donc un objet finalement manufacturé au départ et qu'on utilise dans la vie quotidienne de manière banale et sur lequel on ne porte aucune attention habituellement. Et lorsqu'il est déchiré, on en fait encore des chiffons éventuellement, et puis on le jette. Ici, elle récupère vraiment tous ces éléments textiles et elle les traite vraiment d'une certaine manière avec des compartiments évoquant ces textiles rangés de manière différente. Donc en bas, vous avez quand même un rangement qui semble assez bien calibré. Donc à gauche, des torchons usagés, tordus, empilés. À droite, des torchons également tordus, empilés, mais qui font un mouvement de va-et-vient. Et au centre, vous avez un double compartimentage, dont un important laissé aux torchons neufs, blancs, non encore utilisés. Et dans la partie supérieure, des torchons qui semblent beaucoup plus usagés, voire en fin de vie. Donc il y a aussi là un peu ce travail sur la mémoire, sur le geste, sur l'activité domestique, le travail sur le souvenir aussi lié à sa mère qui tenait une blanchisserie. Donc une pièce qui, malgré son côté très brut, très simple aussi dans les matières utilisées, est pleine de sensibilité pour l'artiste. Et cette œuvre, lorsqu'elle a été présentée dans les collections du musée une fois inaugurée en 1990, suscitait des commentaires, mais vraiment très négatifs, parce que les temps n'étaient pas encore mûrs pour accueillir en 90 cette œuvre qui avait été pourtant réalisée 10 ans plus tôt. À l'heure actuelle, les visiteurs admettent tout à fait cette démarche de l'artiste, qui est plutôt une démarche conceptuelle, bien sûr. Denise? Oui, donc parallèlement à ça, on est dans le même sujet. On est avec le travail de Marianne Berenot, qui est sculpteur. Et dans son travail, j'ai choisi trois œuvres où le textile était présent. Il y a celle-là en bas qui s'appelle Rangement ordinaire, où on a vraiment une pile de tissus pliés, j'allais dire à 4 épingles, bien empilés, et la petite chaise d'enfant à côté. On est clairement dans la mémoire, dans l'émotionnel. Je pense que si on s'assied là à côté, on pense à toutes les robes peut-être qu'on a vues passer, même dans un film. Et il y a à côté une autre œuvre que j'aime aussi, parce que Marianne Berenot est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qu'elle a intitulé Comment tu me trouves. Et c'est toujours la qualité de la matière, la qualité sculpturale des choses qui l'intéressent. Et donc là, sur une échelle, elle a fait comme une silhouette et vous la voyez là au pied en train de rectifier sa boule de laine. Donc là, on est clairement, comme dans le travail précédent, dans la mémoire, dans l'émotionnel et dans le domestique. Suivant. Oui, vous voyez là à l'arrière 3 pièces de Marianne Berenot. Il y a l'étendoir à linge là qui est sur la gauche, qui est aussi dans le même propos, mais ce n'est pas du linge qui sèche. En fait,
c'est de la gaze, de l'ouate, en fait, c'est tout ce qu'il faut pour faire des pansements. Et à côté, on a du plomb. Donc, on est dans quelque chose d'assez lourd qui a l'air très beau, très léger, mais quand on s'approche, tout ça est difficile. Et en avant-plan, vous avez une pièce de Diane Steverlin. Vous verrez dans l'exposition, la couverture est un élément qui revient assez régulièrement pour la protection, bien sûr, en lien aussi avec le domestique, mais j'aimais bien cette pièce particulièrement. C'est une pièce qui, au départ, est de 2001, qu'elle a retravaillée ici maintenant, et qui, ce sont des cartons d'emballage de matériaux, d'ordinateurs ou de n'importe quoi, qui portent encore la trace du voyage. Et en fait, elle a travaillé cette matière, elle l'a assouplie pour que ça devienne une couverture. Et quand on voit ça, on voit que la protection de l'objet ou de l'objet commercial peut imaginer être aussi la protection d'une personne qui est peut-être là en dessous. Et là, on est dans un autre sujet tout à fait d'actualité. Donc voilà, la couverture dans un sujet, on va dire, plus politique et plus général. Suivante. Revenons à Tamat et à ses collections, avec une pièce de Christine Wilmes, donc toujours, on se situe toujours au début des années 80, empreinte d'une façade, une empreinte d'une façade d'une habitation qui n'existe, d'un bâtiment qui n'existe peut-être plus. Et sa démarche à l'époque de prendre des empreintes, puisque c'était vraiment une démarche assez systématique de la part de cet artiste, cette démarche est tout à fait originale et inédite. Elle procède d'une manière simple. Un canevas qu'elle plaque sur la façade et qu'elle fixe sur la façade, assez décrépie elle-même, et ensuite elle lit, sur ce canevas, elle plonge son pinceau, sa brosse, dans un latex liquide qu'elle pose sur ce canevas qui, en se solidifiant, fait corps, évidemment, avec la toile, avec le textile. Ensuite, le tout est retiré et l'artiste laisse vivre sa façade. En retirant déjà du mur, certains éléments s'abîment ou ne tiennent pas au support textile. Et puis, depuis 82, cette œuvre vit. Je ne veux pas dire qu'elle vieillit, elle vit, elle se transforme, elle se métamorphose, elle perd des petits bouts de façade. Et c'est ce qui est intéressant dans cette œuvre aussi, et dans l'acte de ses créateurs, c'est cet aspect éphémère, qu'ils laissent la liberté à leurs œuvres de vivre, de vieillir, de se transformer, de se métamorphoser, de perdre certaines parties éventuellement. Donc il n'y a plus cette notion, comme on avait peut-être à une certaine époque, de durabilité de l'œuvre dans le temps. Et en même temps, on revient toujours aussi à la notion de souvenir, de quelque chose qui est éphémère, ici dans cette façade dont on peut s'interroger sur son existence encore actuelle ou pas. Oui, tu peux mettre la suivante. Oui, voilà. Donc en faisant le lien avec la pièce de Christine Milmes, j'ai choisi une projection vidéo de Julie Krakowski qui s'intitule Épidermique. Parce que là, je trouve qu'on est dans la même chose, mais en sens inverse. Donc, la couche de peau du bâtiment, parce que c'est vraiment ça, c'est comme une peau qu'elle a enlevée au bâtiment. Et ici, on a autre chose, on a des éléments, on a un tissu, des épingles au départ, mais qui sont à peine visibles. Et tout ça est projeté sur un matelas, un tissu. Et le changement d'échelle fait qu'on arrive presque à une architecture. Donc des éléments, on va dire, intimes, domestiques, proches du corps, parce qu'il y a aussi des épingles d'acupuncture, projetés montrent la structure aussi liée à toute cette organisation de textile, et même la projection sur le mur de la structure du matelas.
on va avancer un peu vite parce qu'on voilà. est déjà ou une troisième couverture, celle de Yodfo. On était par rapport au corps et par rapport à des fragments. Et donc, dans cette œuvre de Yodfo qui s'appelle Les fragments qui nous constituent, elle a récolté des tissus dans la rue lors d'une résidence qu'elle a fait au Ravi ici à Liège, des tissus parfois troués, mais qui pour elle ont vraiment une vie. Donc, en les reprenant, elle leur redonne une autre vie. Et elle a cette couverture avec un côté intérieur troué avec ce texte brodé. Et l'autre côté, elle a aiguïté de la laine et des matières qu'elle a trouvées aussi. Donc, il y a un côté intérieur bleu et de l'autre côté est de la même couleur que le manteau qui est plutôt un archétype de vêtement. Donc, il y a le lien avec le corps et avec l'espace. Et la couverture, il y a l'espace intérieur de la maison et l'espace extérieur. Ou de l'autre côté, moi, j'ai comme un champ de fleurs, hein, même si on ne le voit pas. J'ai la même impression que certaines toiles pointilleuses. Mais bon, voilà, chacun verra ce qu'il a envie. Tu veux bien continuer? Voilà, donc clin d'œil aussi sur Arlette Vermeeren dans cette œuvre Transparence en 98, une œuvre assez importante dans ses dimensions. Vous voyez 4,70 m de long sur 2,90 m de haut, une œuvre en dégradé également, mais qui est constituée de manière simplissime, avec en fait des papiers, des éléments de papier de récupération, d'emballage de fruits. Donc, ces papiers assez fins qui sont colorés souvent, emballant les fruits, elle les récupère en grand nombre, elle les travaille en les roulant entre ses doigts et elle les associe par des nœuds de manière assez empirique au départ pour finalement constituer des ensembles où elle joue un peu sur la couleur et donnant l'apparence d'une dentelle spatiale très légère et de structures parfois de grandes dimensions, hein, puisqu'elle réalise parfois avec ces éléments des colonnes qui s'intègrent dans un environnement de 10 mètres de haut. Donc voilà, ce sont des matériaux simples, une technique simple, mais dont la mise en œuvre est vraiment assez saisissante aussi. Arlette Vermeeren fut de très nombreuses années directrice artistique à Tamat, encadrant les boursiers dans leurs recherches, leurs travaux, tout comme Xavier Fernandez. Et lui aussi, je vais céder la parole à Denise, lui aussi fut directeur artistique et Textilité montre quand même les travaux de pas mal d'artistes qui sont passés un moment au Tamat en tant que boursier. Voilà, je te laisse la parole, Denise. Mais change d'image alors. Voilà. Oui. Donc, si j'ai choisi les œuvres de Xavier, c'est parce que je trouve qu'il n'y avait pas mieux que lui pour parler de la couleur et de donner une sensation de couleur dans la matière et dans le tissage. La couleur, beaucoup d'artistes le travaillent, mais lui, dans ses œuvres qui sont là monumentales et que justement les anciens abattoirs peuvent montrer, parce que dans ces juxtapositions de deux tapisseries, vous voyez que les deux ensemble font à peu près au niveau du sol 7 mètres de long. On est vraiment baigné dans la couleur et pour lui, je pense que pour l'artiste, là, on est vraiment dans un corps à corps avec la matière, avec l'outil, avec le tissage. Et donc, mais avec du fil à fil, donc en changeant les fils de chaîne, un sur deux pour arriver à avoir cette densité. Et le fait qu'en bougeant, vous voyez aussi d'autres choses dans la couleur. Suivante. Une autre artiste qui est très, très intéressée par la couleur, c'est Céline Prestavoine. Céline Prestavoine, ici, elle présente cette œuvre. Quand vous la voyez, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas ce que vous voyez. Est-ce que c'est une peinture? Est-ce que ce serait même une photo? Est-ce que c'est une teinture? On ne sait pas. Et au plus on s'avance, mais je pense que c'est difficile à voir. Ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est bien entendu ce qu'on voit directement, mais aussi le fait que c'est une pièce qui a changé de statut. Donc en fait, c'est une ancienne tenture
qu'elle a récupéré, auquel elle n'a absolument pas touché. Elle l'a juste déployé, repassé, renversé. Et en fait, elle a la marque du temps, la marque presque de la ruflette qui a fait tous ces plis, les marques du fait qu'on a ouvert et fermé, et la marque du soleil sur le tissu. Et donc, c'est aussi la couleur, la mémoire et le changement de statut qui m'intéressent dans cette pièce. Suivante. Et en fait, quand on arrive dans l'exposition, on tombe là sur ce tas de laine de Linda Topic qui porte le nom, enfin je ne sais pas le dire en allemand, mais ça, la traduction c'est « ça devient ce que c'est ». En fait, c'est vraiment la matière qu'elle a cardée pour en faire un tas qui, normalement, devrait être nécessaire pour faire un tapis feutré de cette dimension. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand on voit aussi, on a vraiment un instantané de quelque chose, d'une production de quelque chose, mais quand on est devant ça, on a presque une sensation de mémoire et de souvenir. C'est vraiment une sensation physique. Donc, c'est une des pièces d'entrée d'exposition. Suivante. Il y a un objet qui est récurrent dans le textile et que quelques artistes ont travaillé dans l'exposition. C'est ici une pièce de Tatiana Beau qui était intéressante pour moi parce que d'abord elle est présentée à moitié sur le mur, à moitié sur le sol. Donc c'est déjà pas la place habituelle. En plus, elle est présentée à l'envers, le beau côté avec des poils et face au mur. Et on a face à soi le côté, l'envers du décor. Mais en plus, elle a entaillé cet objet de savoir-faire, cet objet de culture, avec aussi l'arrière-fond de tout ce qui se passe maintenant. Et vous voyez avec ces découpes ce qu'on voit derrière et sur le mur. Donc vous voyez des hélicoptères, vous voyez des avions et des gars de bombes. On est clairement là dans une œuvre en lien avec le politique, mais aussi avec le culturel et le savoir-faire. Elle a aussi d'autres pièces à partir de cartes de géographie, mais on ne va pas en parler. Suivante. Oui, on parlait du tapis, on parlait du nœud. Et dehors, il y a une pièce de Jean-Pierre Rusquinet qui, dans un plan d'un tapis jardin, là sont installés une série de nœuds, 98 je pense, qui reprennent des nœuds à 2 brins, 3 brins et de différentes couleurs. Et c'est pour moi aussi l'occasion de vous dire que dans l'exposition, il y a au sol un lexique qui fait référence à des modes du textile, mais pas seulement, parce que aussi par rapport à cette œuvre et par rapport au tapis, et par rapport au tapis jardin, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de similitudes entre les mots. Mais déjà, tapis jardin, la lisière, la bordure, c'est tous des termes textiles qui reviennent dans le tissu et qui sont dans d'autres sections. Suivant. Je vais aller vite parce qu'autrement, on n'aura pas le temps de poser des questions. Objet de collaboration. Là, c'est le résultat d'un an de rencontres avec des réfugiés. Un projet qu'on a fait à la galerie avec Coralie Missen. On a été là à la Croix-Rouge à Liège, où les réfugiés sont là pour essayer de trouver des savoir-faire et essayer par le textile de rencontrer des gens. Tu parlais tout à l'heure de la rencontre dans le train, de la rencontre sur la place. Là, on a été les rencontrer, on va dire, j'allais dire chez eux, non pas chez eux, là où ils sont en transit. Et puis, ça leur a permis de sortir, de venir à la galerie. Ici, ils ont pu travailler, rencontrer d'autres personnes, on va dire, de partout. Et
un réel objet de collaboration qui est une carte de géographie qui est un dessin d'une petite fille qui est réfugiée en Suède, qui a envoyé ça à son père, qui est réfugié à Liège, et qui sont tous les deux séparés et qui proviennent d'Irak. Donc, elle lui envoie des dessins de bâtiments, des cartes et tout ça. Et donc, ils ont tous brodé cette carte. Et puis, on a marqué sur cette carte 3 villes. Mossoul, qui a donné le nom à un tissu, la mousseline. Gaza, qui a donné le nom à un tissu, la gaze. Et la troisième, je ne sais plus. Oh, voilà, je suis trop fatiguée. Tu sais peut-être le voir en ouvrant ton... Je le sais tout le temps, mais bon. Il y a vraiment 3 noms de villes dans ces pays-là qui sont rentrés totalement dans notre vocabulaire et dans notre culture européenne. Et on ne sait même plus que ça provient de là. Et maintenant, avec tous ces mouvements de réfugiés, pour moi, c'était important de montrer ça parce que notre culture, elle est basée aussi par la richesse de tous ces pays-là. Suivante. Ici, vous avez dans une série d'artistes qui parlent du rythme, des œuvres d'Anna de Kort. En fait, vous avez, là sur le côté, vous avez un petit morceau d'une sérigraphie de Marianne Redin, mais au sol, vous avez un textile d'Anna de Kort qui au départ était intéressée par la tache et le recto verso. Le recto verso des tissus, elle provient du dessin et donc l'empreinte d'un côté, de l'autre, la forme l'intéressait. Donc j'ai mis ça un peu en mémoire, mais là au-dessus vous avez 2 pièces plus récentes qui sont en fait aussi pour moi du dessin, mais un dessin tout à fait rituel où avec son marqueur, elle suit sur un tissu libre qu'elle a tendu le fil de trame de façon très très consciente, concentrée. Et ce qu'on voit, c'est l'envers. À certains moments, on se demande si c'est quelqu'un qui a tissé ça. Mais si vous connaissez en tissage, vous vous rendrez compte que ce n'est pas ça. Donc, il y a quelque chose de l'autre côté qu'elle a dessiné qui transperce dans la partie que vous voyez. Mais en plus de travailler sur une toile libre, elle la retend sur un châssis. Et pour moi, là, il y a le double discours de la toile de support et de la toile de peintre. Et c'est en ça que ce travail m'intéressait. Suivante. Emma Van Roy, je ne sais jamais bien le dire. En fait, ce travail-là m'intéressait aussi. On parlait de l'éphémère, tout à fait, mais pour moi, là, on est presque dans la symbolique du fil, avec du fil assez fin, certains pourraient dire pas approprié, et des œuvres qu'elle numérote en heures et en poids, elle essaye de fixer quelque chose d'improbable. Donc, la veille du vernissage, on avait des tas de sable ligotés par du fil. Et le sable était mouillé, donc était rigide, et, enfin plus solide. Et au fur et à mesure du temps, tout ça s'effrite. Et je pense qu'on est souvent là en train d'essayer de faire tenir des choses comme on peut avec des choses impossibles. Pour moi, on est aussi dans le temps avec ça, hein, avec des choses qu'on ne peut pas retenir, qui fuient, on a beau essayer, ça n'ira pas. Mais il y a une telle poésie, même d'architecture, de matériaux, qui me touchait. Suivant. Il y a un côté plus narratif dans certaines œuvres. Et donc, on a ici des tapisseries de Claes Remelard. Ce sont des tapisseries qui sont faites au point noué sur canevas et augmentées, on va dire, de broderie sur canevas aussi, au petit point. Ce sont des choses qu'il fait lui-même ou qu'il fait en groupe avec, j'allais dire,
des groupes parfois de vieilles dames. Et on est dans quelque chose aussi de traditionnel, de domestique, mais dans une figuration pour moi qu'on ne sait pas d'où elle vient. En même temps, c'est presque une bande dessinée. En même temps, on a l'impression qu'on est dans un pays lointain. Et pour moi, on est totalement contemporain. Il aura une très grosse exposition à Courtrai prochainement. Et juste après, on a une œuvre aussi dans le côté narratif. Peut-être va à l'expo suivante. On a une œuvre de Jean-Pierre Muller qui lui aussi raconte des choses, mais raconte la marche du monde plutôt, avec ses migrations, mais la longue marche. Et donc vous avez des photos de personnes qui sont en train de manifester. On a des reproductions d'images de la mythologie, et on a tout ça dans une succession de voiles transparents. Donc on a comme des séquences, moi je lui dis, on a comme des séquences de films, les unes derrière les autres, où chacun peut se raconter son histoire, aussi avec le présent qui est là, avec de jeunes enfants à l'avant-plan, et avec un drapé et un effet très emphatique, très baroque pour la mise en scène de ces drapés. Suivant. Denise, il va falloir bientôt terminer. Oui, mais j'en ai plus que 2. Oui, voilà. Il y a l'œuvre de Chevalier Masson. J'aimais bien montrer ce travail parce que il était particulier pour moi. En fait, vous verrez la vidéo d'un spectacle de danse où Chevalier Masson a donné le matériau pour que le spectacle se crée. Ils n'ont pas fait la scénographie, ils ont donné les matériaux qui ont permis aux créateurs de construire le spectacle. Et en ça, je trouvais ça vraiment une démarche plastique intéressante et de cohésion avec... de partenariat avec les danseurs. Donc, dans l'exposition, vous avez plusieurs séquences et vous pouvez vous asseoir là sur les boules qui étaient aussi dans le spectacle. Tu veux bien mettre la suivante? Oui, je voulais juste dire aussi que dans les spectacles, pour moi, il y a des fils, ils sont emmêlés dans tous ces fils qui sont rangés bien tranquillement là en écheveau. Ils sont là tendus, ils bougent, ils s'emballent, ils s'enroulent. Et de façon tout à fait naturelle, pour moi, ils arrivent à des choses tout à fait symboliques par rapport au tissu. Et c'est pour ça que dans l'exposition, tu mets l'image suivante. J'ai juxtaposé cette œuvre à celle de Laurence Dervaux, qui là a une installation qui est constituée d'une tapisserie de lys, là à l'arrière, qui est produite par le Crécit à Tournai. Et à l'avant, on a une série d'objets dont il faut s'approcher pour voir ce que c'est. Et en fait, ce sont des os humains qui sont bobinés d'un fil rouge. Est-ce qu'on reconstruit quelque chose ou est-ce qu'on dévie? Je ne sais pas. Et là derrière, en fait, on a l'impression de voir une belle grande fleur. Eh bien, en fait, c'est un muscle, un dessin, un petit dessin de Laurence qui a été très agrandi. Et j'aime bien cette ambiguïté et pour moi qui parle du fil symboliquement et de la vie et de la mort et de l'humain de façon poétique. Alors, peut-être une toute petite conclusion. Qu'est-ce que c'est textilité? Mais textilité, pour moi, c'est une sélection de 30 artistes. Vous n'en avez pas vu la moitié, ni la moitié des œuvres, je m'en excuse. De 30 artistes qui sont dans le monde de l'art contemporain et qui, par leur façon d'utiliser soit le textile, soit la matière, soit le savoir-faire lié au textile, soit la symbolique liée au textile, parlent du textile. Donc, textilité, c'est plutôt
les propriétés liées au textile dans une exposition d'art contemporain. Et puis cette exposition continue d'IA suivante. Voilà, dans un pop-up qui est là dans l'entrée du Tamat, où là, j'ai choisi le travail de Nathalie Doyen parce que chaque fois que je le voyais, il me faisait penser au textile. Dans une autre matière, clairement, parce qu'elle juxtapose des terres qu'elle a colorées parfois et qu'elle a picotées à l'aiguille. Donc, on a vraiment une matière, on a une pixelisation d'une surface et d'un volume. Et quand je lui ai posé la question, mais je dis, mais toi, ça me fait vraiment penser au textile. Et toi, oui, je sais que le textile t'intéresse, mais quoi? Elle dit, oui, parfois, il y en a qui ont imprimé mon cerveau et puis ça m'est resté, mais je ne l'ai jamais pris en modèle. Et donc, dans ma collection de tissus ethniques, j'ai sorti une série de tissus, Ikat et Shibori, et avec elle, on a choisi les choses qui semblaient le plus en lien pour pouvoir parler l'un de l'autre. Eh bien, je pense que Textilité peut s'arrêter ici avant que tout le monde ne voit ça de près. Tant aussi toutes les collections du Tamas. Voilà, super. Merci Denise, merci Béatrice, tout ça a été vraiment super intéressant. Denise, je me permets de te rappeler qu'il ne faut pas t'excuser de ne pas tout dévoiler au public. Justement, le principal, c'est de pouvoir donner l'eau à la bouche et en tout cas, on espère vraiment que vous pourrez être présent à un moment donné dans l'exposition chez nous jusqu'au 1er août et au Tamat avec Nathalie Doyen jusqu'au 30 août. Donc, on va laisser place à la séance de questions-réponses. Donc, voilà, moi, j'ai déjà reçu quelques petites questions qui sont adressées aux deux intervenantes qui sont ici avec nous. La première question est: quel est l'héritage de cette révolution textile lancée par Tapta? Je ne sais pas qui se sent inspiré par ça. Qu'est-ce qu'il devient justement de tout ça, de cette révolution? Oui. Moi, je veux bien dire des choses, hein. Tu compléteras, Béatrice. Oui, je te laisse. Il y a eu une révolution de Tapta ici en Belgique, mais Tapta, elle fait partie d'un mouvement général au niveau du textile. Et donc, elle est un pion dans la vie et dans l'art. Et il y a une chose pour laquelle, Béatrice, je ne suis pas d'accord avec toi par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit à un moment qu'elle s'arrêtait de parler du textile quand elle a fait autre chose, c'est des structures souples, caoutchouc. Pour moi, là, on est encore dans le textile. On est seulement dans une évolution de la mentalité du textile. Et donc voilà. Et là, ce qui a été important, c'est que aussi, elle a été professeure. Et elle a été professeure là à la Cambre, mais c'est elle qui a changé l'intitulé en structure souple à la Cambre, parce qu'en fait, elle dirigeait l'atelier de tapisserie. Vous voyez Tapta qui dirige l'atelier de tapisserie. Il faut que ça bouge. Et donc, oui, parce qu'elle est quand même sculpteur pour moi, avant toute chose. Oui, c'est un mouvement commun à de nombreux pays. Hein. Mais le fait aussi, oui, le fait aussi qu'elle a eu une empreinte, c'est qu'elle a aussi continué après, et en même temps que l'enseignement et après l'enseignement, elle a continué au Tamat aussi pour les boursiers, elle a continué un suivi. Donc, oui. voilà. Oui. Oui, donc, c'est un mouvement, on va dire qu'il y a un mouvement général, et c'est sûr qu'en Belgique, c'est quelqu'un de très important, comme Dubrun Faux a été important à son moment. Mais là, j'insiste que là, il était dans les peintres cartonniers, et donc dans un autre mouvement de la tapisserie. Et Tapta, on est dans la 3e dimension. Ok, très bien, merci. On passe à la question suivante,
qui est un peu plus précise. À partir de quel moment a-t-on vu apparaître un lien entre art textile et profonde intimité, et avec quels artistes? Je sais que vous parliez tout à l'heure de Catherine Delaunoy. Je pense qu'il y en a déjà eu bien pensé à des si. Est-ce que depuis quand? Excuse-moi, mais tu peux On ne comprend pas bien la question. Hein. Alors, quelqu'un nous demande à partir de quel moment est-ce qu'on a vu apparaître justement des artistes qui traitaient l'art textile et l'intimité, en fait. À partir de quel moment les artistes ont travaillé l'intimité à travers le textile? Et quels artistes? Est-ce qu'on peut bêtement répondre à partir du moment où les femmes sont arrivées dans le monde de l'art? Et c'est quelque chose, moi, qui me gêne. Mais en fait, c'est je crois, réalité. Même si des peintres ont parlé de l'intimité, mais ça n'est pas passé par le textile. Ils ont parlé de l'intimité d'une pièce, d'un espace, d'un jardin, de ce qu'on a vu par la fenêtre. Mais c'est les femmes qui ont été le plus proches de la matière au début. Je pense, oui. tout le monde peut me contredire, mais je pense que c'est à cause de ça aussi que c'est arrivé. Et c'est aussi à cause de ça qu'à certains moments, des choses ont du mal de décoller. Parce que l'intimité, c'est bien, mais à certains moments, on peut en avoir marre de plein de travaux de femmes qui racontent là tout près et qui n'en décollent pas assez. Enfin, ça, c'est mon avis. Hein. Le fait aussi que les techniques de broderie, de tricot, etc., soient intégrées dans l'art textile contemporain, et le fait des femmes, bien sûr. Hein. C'est vraiment des techniques domestiques, voire considérées de manière un peu péjorative, propres à la femme au foyer. Et c'est ce mouvement aussi de libération des années 60 qui a permis aussi à la femme de se découvrir, et de découvrir aussi tout le potentiel de ces techniques qui, à l'heure actuelle, ont quand même beaucoup de succès aussi. Mais je pense que ça vient aussi de la technique de la broderie. Et je voudrais rappeler que la tapisserie de Bayeux est une broderie, que la broderie est quelque chose de très libre, comme un crayon sur une surface. Ça ne demande pas un métier, ça ne demande pas grand-chose pour travailler. Donc, ça peut être de façon assez directe, accessible ou faussement accessible à beaucoup de gens. Mais c'est sa liberté qui rend la chose aussi bien, quoi. On n'est pas dans la structure d'un canevas, la rigueur du métier. Oui. Et toutes ces contraintes, effectivement. Bien sûr, bien contraintes sûr. des métiers de la lisse, c'est clair. Oui. Très bien. Merci, mesdames. Je pense qu'on a encore quelques petites questions. En tout cas, moi, j'en avais une. J'aurais bien fait comme à la radio, si vous y arrivez en 30 secondes top chrono. Si vous savez me dire, aujourd'hui, on a l'impression de constater une sorte de recrudescence en matière de textilité, un certain intérêt de la part des artistes pour l'art textile. Nous, par exemple, à la Galerie Bicraft, on a pu vivre ça au travers de notre exposition concours adressée aux jeunes des écoles d'art de Bruxelles pour de plus en plus de candidatures liées aux étudiants textiles. Peut-être une question adressée à Mélanie pour le coup. Est-ce que vous, de votre côté, au niveau des boursiers, vous ressentez aussi plus d'intérêt aussi? Est-ce qu'il y a vraiment un renouveau ou est-ce que ça a toujours été plus ou moins constant? En 30 secondes, top chrono. Top chrono. C'est quelque chose qu'on a quand même toujours vu. Hein. Après, c'est vrai qu'on a des cycles, on a des moments où on voit plus un intérêt pour ceci, plus pour cela. Les dernières années, on trouve quand même que plutôt le conceptuel prend un peu dessus. Ça, c'est quelque chose qu'on constate et il serait intéressant de refaire l'exercice dans 10 ans, 20 ans et revoir comment justement ces évolutions se dessinent.
Voilà. Oui, tout à fait, oui. Ben justement, je profite que tu aies la parole pour conclure justement ce webinaire qui a été des plus fructueux, je trouve, et qui nous a vraiment donné l'eau à la bouche. Moi, je me réjouis de refaire un petit tour avant de terminer ce webinaire. Donc, je te laisse la parole, Mélanie, pour conclure. Merci tout le monde. Mais écoutez, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par Denise et par Béatrice. Je vais juste les féliciter d'abord parce que c'est un exercice qui n'est pas très facile de passer de dia en dia. Et pourtant, vous l'avez fait vraiment de façon merveilleuse, très, très naturelle. Donc, c'était un vrai voyage dans l'univers du textile, de l'art contemporain textile. Et comme Ornella vient de dire, on a tous vraiment envie d'aller découvrir cette exposition à Mons et à Tamat aussi, le petit pop-up. Évidemment, ce webinaire n'aurait pas été le succès qu'il a été, je pense, grâce à Éléonore, à Louise et Odessa, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas entendu, mais nous, on sait qu'elles sont là en stand-by, en backup, donc un grand merci à elles aussi. Et finalement, je voulais aussi remercier Ornella et Joanne, sa collègue, de Bicraft, pour cette collaboration entre nos deux maisons. C'est très important de pouvoir travailler ensemble, de vraiment tisser, et le mot est là, tisser du lien entre nos institutions. Ça fait du bien surtout aujourd'hui. Par rapport à ce webinaire, si vous avez encore des questions, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez eu dans le petit onglet discussion normalement toutes les coordonnées pour nous communiquer. N'hésitez pas, on reviendra vers vous si besoin. Par rapport à ce webinaire, sachez qu'il sera assez vite disponible sur la page textilité de Bicraft, via YouTube aussi, et les pages Facebook de nos deux institutions. Et si vous avez maintenant vraiment envie de venir nous voir, venir découvrir cette exposition, il n'y a qu'une chose à faire, c'est prendre une réservation, parce que pour le moment, c'est toujours le cas. Donc, n'hésitez pas de consulter les sites web. Sachez que à Mons, l'exposition est visible jusqu'au 1er août et à Tamat, le pop-up de Nathalie Doyen est visible jusqu'au 30 août. Donc, vous avez encore un peu de temps, mais voilà, ne tardez pas trop quand même. Et puis, une petite dernière chose que nous avons organisée, malgré le contexte difficile, eh bien, c'est une journée de découverte, un parcours entre nos deux maisons. C'est le 19 juin. Vous avez des visites guidées qui sont organisées à la fois à Tamat et chez Bicraft, à 10h et à 15h. Vous vous inscrivez, c'est gratuit. Il y a des petits groupes, donc ne tardez pas non plus parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Mais ce sera une très, très chouette occasion de découvrir les lieux, de découvrir les artistes, l'exposition, évidemment en compagnie d'une guide. Donc, je vous invite tous à venir. Et puis, avant de vous quitter, un grand merci à vous d'avoir été là, d'avoir été au rendez-vous, d'avoir suivi cette conférence en ligne. Et on sait combien c'est parfois lourd, parfois difficile d'être en visio des journées entières. Et pourtant, vous êtes là, il est 19h30, vous êtes là. Donc, un grand merci. Nous, on n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir vous accueillir vous chez nous, dans notre maison, dans nos musées, dans nos institutions, pour peut-être une prochaine conférence en vrai, évidemment. Et donc, voilà, on se dit à très, très bientôt. Et d'ici là, prenez surtout bien soin de vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tous. Merci aux intervenantes. Et sachez aussi qu'un catalogue d'exposition sera bientôt publié. Donc, bien évidemment, nous vous tiendrons au courant dès sa publication. Je pense que ce sera l'occasion de faire la fête autour d'un peut-être finissage qu'on espère vraiment pouvoir organiser, étant donné que les mesures tout doucement s'assouplissent. Donc, croisons vraiment tous nos doigts pour pouvoir se réunir tous ensemble et faire la fête parmi le textile et avec Denise, Béatrice, Mélanie et toutes les personnes qui nous ont aidés à mettre ce projet sur pied. Merci beaucoup et merci Denise, Béatrice et à bientôt à toute l'équipe et à bientôt aux spectateurs également. Au revoir. À bientôt. Au revoir.